Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'aurais dû vous filmer il y a 2 mois environ, mais j'ai beaucoup de retard, et d'ailleurs j'ai tout le temps du retard pour cette vidéo-là, c'est terrible. Mais je vais vous parler de toutes les nouveautés qui sont sorties d'avril à juin, qui m'ont donné envie de les lire. Donc forcément, comme vous l'aurez compris, j'ai 2 mois de retard. Mais j'espère que la vidéo vous intéressera quand même, parce qu'on est tellement bombardé de nouveautés que c'est assez dur au final de se faire, je trouve, un avis, et on se retrouve vite assez englouti par toutes ces sorties. Donc voici ma petite sélection des nouveautés du deuxième trimestre qui m'intéressent. On commence avec chez Doki Doki le 3 avril, la sortie de Danzai Lock, actuellement en cours avec 2 tomes. C'est un monde où toute personne qui cause la mort d'un tiers est automatiquement condamnée à mort, quelles que soient les circonstances. Dans le 6e district de la ville pénitentiaire, où sont détenus les condamnés en attendant leur sentence, un étrange système économique est en place. Aujourd'hui, les nouveaux prisonniers sont envoyés au 6e district par monorail. Parmi eux se trouve un moine, Yushin, un homme qui se fait appeler un aumônier, rencontre en ville un homme appelé Kunoji qui porte avec lui un katana. C'est assez mystérieux, mais en tout cas, que ce soit la couverture ou le style graphique, ça m'a pas mal donné envie, et ça m'a l'air d'être un bon manga aventure-action. On continue le 3 avril, mais cette fois chez Glénat avec la sortie de Yann, qui pour le coup est terminée en 3 tomes. Je trouve les couvertures super percutantes et j'en ai tellement entendu du bien sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, YouTube, etc., dans la communauté manga, que forcément ça m'a donné envie de l'acheter. La famille de Yann, 15 ans, fait partie de la prestigieuse troupe de l'Opéra de Pékin. Mais le jour où tous ses membres sont sauvagement assassinés, l'adolescente se retrouve accusée à tort de ce meurtre sordide. Seule survivante du massacre, elle sera incarcérée durant de longues années dans un centre de recherche tenu secret. Mais l'heure de vérité a sonné. De retour parmi les vivants, Yann n'a rien oublié. Revêtue du traditionnel costume théâtral que sa famille avait coutume de porter, elle va entrer dans une spirale de vengeance. J'ai l'impression que ça va être une série coup de poing avec un gros fil conducteur de vengeance, donc ça m'a l'air, ma foi, très très cool. Le 5 avril, Anna et le prince d'Albion, sorti chez Naman Édition, a fait grand bruit. Apparemment, c'est une série qui plaît énormément. J'ai d'ailleurs acheté le tome 3, mais il faut encore que je trouve le tome 1 et le tome 2 en occasion pour commencer la série. En tout cas, j'en ai entendu énormément de bien. Et actuellement, c'est en cours avec 8 tomes au Japon. Anna, deuxième fille d'une famille de nobles, en a assez des convenances et n'a pas envie de flatter les grands seigneurs pour réussir sa vie. Obsédée par l'art de la guerre, elle rêve de partir combattre aux côtés de son père, l'un des plus grands guerriers de l'Empire. Malheureusement, lorsque ce dernier est tué par un général du pays voisin, le royaume d'Albion, elle se voit offerte à eux en tant que tribu. Anna n'a alors pas d'autre choix que de se rendre à Albion, où des complots se préparent, et elle est bien décidée à ne pas garder sa lame dans sa poche. Apparemment, ça n'a pas l'air du tout d'être de la romance, on est vraiment sur de la géopolitique pure et dure. C'est le style d'œuvre que j'aime énormément, que je peux retrouver genre dans Call Game ou dans Freya, l'ombre d'un prince. Donc voilà, c'est le genre d'œuvre que je pense peut me plaire énormément. Le 10 avril, chez Mangetsu, c'est une belle journée pour un labyrinthe est sorti. Le style graphique m'a tout de suite attiré et en plus il s'agit d'un one-shot, donc je me suis dit que je risquais pas grand-chose si je m'y intéressais. Cloîtrées dans un monde souterrain où la lumière du jour n'existe pas, 4 jeunes filles partent à la découverte de la zone interdite. Entre mystère et aventure loufoque, leur vie est loin d'être de tout repos. Dans cette ville labyrinthique sans cesse reconstruite par des machines errantes, tout semble prétexte à l'amusement. J'avoue que pour le coup, je sais pas trop à quoi m'attendre sur cette œuvre, mais c'est un one-shot, donc je serai assez vite fixée une fois que je l'aurai entre les mains. Le 11 avril, She is Beautiful est sorti chez Kurokawa, ce sera terminé en seulement 6 tomes. Je me suis déjà procuré le tome 1, que j'ai énormément aimé. Le deuxième tome est sorti assez récemment, je crois, donc va falloir que je me le procure, parce que pour l'instant, la série me plaît énormément. Le côté très mystérieux me happe totalement. Dans une mystérieuse institution sont élevées des filles. L'une d'elles, Kurumi, s'endort la veille de son 10e anniversaire. À son réveil, 14 ans se sont écoulés. Commence alors pour Kurumi un voyage dans des lieux qu'elle ne connaît pas, avec une ancienne connaissance de sa jeunesse à la recherche de ses souvenirs perdus. Chez Neotoon, le 17 avril, Freaking Romance est sorti, et pour le coup, j'en ai entendu parler de partout. Vraiment, le manga game Instagram n'a fait que poster la première semaine où c'est sorti, il y en avait vraiment de partout. Apparemment, beaucoup de gens l'ont déjà lu en ligne, donc ce qui fait qu'il y avait un engouement très très profond pour cette œuvre, d'ailleurs qui sera terminée en seulement 79 chapitres. Donc je pense qu'en 3-4 tomes, ce sera sûrement fini. Et c'est vrai que quand j'ai regardé le style graphique, ça me plaît pas mal. Donc va vraiment falloir que je me le procure. Le problème, c'est que c'est des énormes pavés comme leur Olympus qui du coup coûte 25 € unité. Et c'est vrai que ça a tendance à me refroidir lors de mon achat.
Chaque relation a ses propres obstacles. Pour ce couple, ils sont cosmiques. Zilith, tout juste majeure, se retrouve à la rue pour avoir désobéi à ses parents. Dans sa recherche d'un appartement, elle découvre le logement parfait. Lumineux, spacieux, pas cher et surtout hanté par un mystérieux et très beau jeune homme. Il ne semble pas la voir et dès qu'elle le touche, il disparaît. Mais qui a dit que toutes les relations commençaient de manière idéale? Donc pour le coup, ça va être de la romance. Je sais pas trop si ça va être un peu dramatique vu la condition humaine et fantomatique de l'autre. Mais il va falloir que je me penche sur ce titre qui a fait grand bruit. On reste le 17 avril avec cette fois Jimbocho Sister sorti chez Mangetsu qui est actuellement en cours au Japon avec 4 tomes. Kanda Jimoncho est le plus grand quartier de libraires d'occasion du monde. Les 3 sœurs Karakida qui vivent dans ce coin se voient forcées de reprendre la librairie d'occasion laissée par leur grand-père. Entourées du parfum des livres d'occasion, les 3 sœurs commencent leur nouvelle vie. Ce qui m'intéresse dans ce manga, c'est déjà le monde des livres qui me plaît en général. Dès que ça parle de librairie ou ce genre de choses, ça a tendance à m'attirer. Et je me suis dit que les relations entre les 3 sœurs pouvaient être assez intéressantes à suivre, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection. Une œuvre dont j'étais obligée de parler et que je vais être obligée d'acheter, il s'agit de Réflexions terminées en 5 tomes chez Pika Éditions. Tout simplement parce que je suis ultra fan de l'auteur qui nous a sorti Erased, mais également Icos, qui sont 2 œuvres que j'apprécie énormément. Dans le corps d'un tueur, un tueur dans mon corps. Minato, un élève de CM2 et sa petite sœur Nagisa sont souvent livrés à eux-mêmes, leur mère ayant l'habitude de s'absenter plusieurs semaines d'affilée. Un beau jour, après l'école, celle-ci réapparaît enfin et propose de les emmener tous les deux au parc d'attractions. Cependant, peu après les avoir fait monter dans la grande roue, elle disparaît dans la nuit. Soudain, la foudre frappe la nacelle où se trouvent les 2 enfants. Quand Minato rouvre les yeux, il réalise avec horreur que ce n'est plus sa sœur qui est à ses côtés, mais le cadavre d'une parfaite inconnue. Pire encore, le reflet dans la vitre n'est plus le sien, mais celui d'un meurtrier activement recherché par la police. On est sur du pur thriller policier, c'est un truc que j'adore. À chaque fois, cet auteur nous sort des grosses enquêtes avec beaucoup de mystères, et toujours le petit twist surnaturel qui est l'échange de corps, là apparemment, dans ce manga, et forcément, je suis trop attirée par ce style. Pour terminer le mois d'avril, le 25 est sorti Les Cartographes chez Komiku, qui sera terminé en seulement 3 tomes, donc une petite série qui m'a l'air franchement très cool. Un jour, le jeune pionnier Zaba rencontre Rita, une jeune fille mi-humaine, mi-bête, dotée d'un talent de cartographie prodigieux. La réalisation de cartes est le seul moyen pour les humains d'étendre leur territoire dans ce monde infesté de monstres. Dotée d'une forte volonté et d'une incroyable capacité à dessiner des cartes, Rita se voit proposer par Zaba de l'accompagner en exploration. La possibilité de trouver le salut pour les humains infectés par les créatures sommeille dans la cité abandonnée d'Amsterdam, l'ancienne nation perdue des magiciens. Ça m'a l'air très mystérieux, mais on est dans un univers un peu fantastique. Le domaine des cartographes est un thème que je n'ai jamais vu dans aucun manga, donc pour le coup, il m'a tapé dans l'œil et je me demande ce que ça donne. Pour commencer le mois de mai, c'est une œuvre, j'ai pas trop l'impression que c'est un manga, est-ce que c'est plus un webtoon ou pas, j'avoue, je sais pas trop. Mais du coup, le 3 mai, il y a Libra Zero qui est sorti, qui apparemment est un one-shot chez Asian District. Pareil, je n'ai jamais entendu parler de cette maison d'édition, donc je sais pas trop de ce que c'est. Pakling était le meilleur tueur d'un groupe d'assassins asiatiques. Il travaille désormais pour l'organisation d'agents secrets Libra. Avec son équipe, il a pour mission de faire tomber l'organisation Yanigiba Gumi, qui répand sur le marché noir un produit les plus dangereux. Donc encore une fois, c'est un peu du policier / gang qui m'intéresse pour le coup. Et franchement, je sais pas, la couverture, elle m'a aussi grave tapé dans l'œil. Je trouve le style graphique très intéressant. Donc j'ai plus qu'à voir ce que ça donne. On continue le 3 mai avec un autre titre qui a fait énormément de bruit. Il s'agit de Love of Kill chez Vega Dupuis, qui sera terminé en 14 tomes. Il faut savoir que l'autrice est venue à la Japan Expo en dédicace, donc forcément il y avait énormément de queue à son stand, et apparemment ce titre a énormément plu. J'ai regardé l'animé m'a pas transcendé, donc il va falloir que je teste le manga pour voir justement si le manga est meilleur que l'animé. 2 âmes se rencontrent dans un lieu sordide. Song Young-ha, tueur solitaire et imprévisible dont la tête est mise à prix, et Chateau Dankworth, une chasseuse de primes froide et taciturne qui travaille pour une organisation. À compter de ce jour, Ryang-ha poursuit Chateau sans relâche, harcelant l'héroïne par ses apparitions audacieuses et parfois sinistres. Que cherche-t-il ? On est plutôt sur un titre romantique, mais c'est vrai que pour le coup, c'est un vrai manga également d'action, donc c'est vrai que le mélange des deux a l'air assez sympa, mais comme j'ai dit, l'animé m'a pas transcendé, donc à voir ce que donne le manga.
On passe le 15 mai avec De Neige et de Flammes qui est sorti chez Glénat, actuellement en cours avec seulement 2 tomes, donc pour l'instant c'est une série, on ne sait pas trop où ça va aller. 2 garçons voyagent dans la neige, un dragon sans ailes et un monstre attaquant. Quel est leur but en voyageant vers des terres sauvages? Nous suivrons leurs histoires alors qu'ils seront confrontés au conflit au sein de leur royaume. Même le synopsis est plutôt mystérieux, franchement ça n'en dévoile pas beaucoup, donc j'arrive pas à savoir si ça va être une longue série ou pas. Pour le coup, c'est la couverture qui m'a totalement donné envie d'acheter, je la trouve très originale. Je sais pas, je trouve que j'ai pas vu de couverture dans ce style-là, ou en tout cas pas dans les mangas que moi je possède. Et du coup, elle m'a vraiment tapé dans l'œil, j'ai regardé le synopsis, j'ai fait ok, ça me paraît bien mystérieux, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et du coup, ça m'a rendue curieuse, d'où le fait que je l'ai sélectionné dans cette liste. Le 24 mai, The Ichinose Family Deadly Sins est sorti chez Kana, qui sera une œuvre terminée en seulement 6 tomes. C'est par l'auteur de Le péché originel de Takopi, qui pour le coup ne m'a pas du tout plu. C'est vraiment une œuvre en 2 tomes que j'ai pas aimé, que j'ai revendu tout de suite après ma lecture. Mais pour le coup, le synopsis de ce manga-là me donne vachement plus envie, donc je vais peut-être lui laisser une chance, même si c'est vrai que l'auteur a tendance à écrire et dessiner des histoires plutôt dérangeantes, qui sont pas vraiment ma came, mais j'ai envie de retester cet auteur encore une fois. Tsubasa Ichinose, collégien, a perdu la mémoire à la suite d'un accident de voiture. Lorsqu'il se réveille à l'hôpital, il est entouré de sa famille, dont tous les membres sont eux aussi devenus amnésiques. Dans l'espoir de retrouver la mémoire, il décide de renouer des liens en se racontant des souvenirs fictifs. Mais de retour chez lui, Tsubasa se rend compte que sa famille n'est peut-être pas celle qu'il s'était imaginée. Donc connaissant un peu l'auteur, on va être sur encore une fois un style plutôt dérangeant. Je me demande si peut-être la famille, ce serait pas, je sais pas, des tueurs en série ou des gros psychopathes. Honnêtement, je m'attends plutôt à ce style d'histoire, à voir ce que ça me réserve. Le 7 juin, 36 000 Seconds a Day est sorti chez Vega Dupuis, qui sera une série terminée en 12 tomes. De ce que j'ai compris, c'est un titre plutôt frais et un peu humoristique où on va suivre des jeunes garçons. Le synopsis, pour le coup, m'a donné un peu l'impression du synopsis de Play It Cool Guys, qui est une série que j'aime énormément, donc c'est pour ça que j'ai envie de me pencher sur cette œuvre. Dans un ancien lycée de jeunes filles, 4 garçons mignons mais un peu ringards sont déterminés à tuer le temps de la manière la plus stupide possible. On les appelle le club des fumistes. Pourtant, bien destinés à ne jamais tomber amoureux, l'amour va leur tomber dessus de la façon la plus rocambolesque qui soit. Dans ce volume, Nishina, l'un des membres du club, rencontre une jeune fille, membre du club manga, qui a perdu par Megan une de ses planches. L'amour est-il au coin du couloir? Pour ceux qui connaissent Play It Cool Guys, vous aurez compris où je vois la ressemblance. Et sur Instagram, j'ai plutôt eu des bons retours de ce titre, donc pourquoi pas tenter, même s'il ne fait pas partie de mes priorités d'achat. Le 12 juin, une sortie que j'attendais avec énormément d'impatience. Il s'agit de Unordinary, qui est actuellement en cours avec 346 chapitres et sorti chez Neotoon. C'est un webtoon que j'ai commencé à lire il y a vraiment des années, au début où il est sorti, et j'ai été complètement conquise par l'histoire et le style. Et du coup, quand j'ai vu que ça sortait enfin en format papier, j'étais vraiment trop contente. Mais encore une fois, c'est du Neotoon, donc c'est 25 € le tome. Ça me refroidit fortement. J'attends une bonne occasion pour me le procurer, mais c'est sûr que je vais me l'acheter. Personne n'a jamais prêté beaucoup d'attention à John, juste un adolescent normal dans un lycée où l'élite sociale possède des pouvoirs et des capacités impensables. Mais John a un passé secret qui menace de détruire tout l'ordre social de l'école, et bien plus encore. Accomplir son destin ne sera cependant pas facile car il y a des batailles, des ennemis et des conspirations mortelles à chaque coin de rue. Bienvenue dans un monde où même avoir des pouvoirs magiques ne garantit pas sa survie. J'aime énormément le développement de cette histoire parce que on part un peu d'une guéguerre à l'intérieur d'un lycée et au final on va vraiment partir sur des complots sociaux globaux dans le pays et je trouve ça super intéressant. C'est vraiment très bien écrit, même si j'ai un petit doute. Je crois quand la saison 2 a commencé, j'étais un peu refroidie par la suite de l'histoire, mais le fait que ça sorte en version papier, je me dis c'est le moment de m'y remettre. Le 14 juin, c'est Gifted, sorti chez Vega Dupuis, qui m'a fait de l'œil parce qu'on va encore être dans un style que j'adore tout particulièrement, ça va être des enquêtes policières. C'est actuellement en cours avec 7 tomes au Japon, et pour le coup, je l'ai déjà acheté. Faut juste que j'aille le chercher parce que c'est vraiment, dès que je l'ai vu en occasion, j'ai dit lui, il me le faut. J'aime beaucoup trop les enquêtes policières, passer à côté.
Lors d'une enquête sur le suicide d'une étudiante, Natsuki Amakusa rencontre Yuya Shiki et ils parviennent rapidement à en conclure à un meurtre et trouver le coupable. Mais Amakusa est rapidement intrigué par Shiki, qui est parvenu à déduire la vérité bien plus rapidement que lui. Plus tard, lors d'un accident, les deux jeunes hommes vont à nouveau être amenés à coopérer, et Shiki va être obligé de dévoiler le mystérieux pouvoir qu'il possède. Il est capable de voir les meurtriers. Fasciné, Amakusa va embaucher Shiki pour l'aider dans ses enquêtes. C'est ainsi que l'on suit un duo policier peu banal à travers divers crimes. Si vous suivez ma chaîne, vous comprenez pourquoi je l'ai déjà acheté. C'est vraiment totalement ma came. Le 19 juin, deux mangas que j'ai déjà achetés, il s'agit de Couteau et Piment Vert qui est sorti chez Le Lézard Noir, qui sera fini en seulement 12 tomes. Franchement, c'est une série qui m'avait un peu tapé dans l'œil quand j'avais vu l'annonce passer, mais j'étais pas forcément pressée de l'acheter, jusqu'à ce que je vois plusieurs chroniques passer sur Instagram, et quand je l'ai vu en occasion, je me suis dit bon, c'est le moment de te lancer dans cette histoire. J'ai surkiffé les deux premiers tomes, franchement j'en suis très contente. C'est une série qui je pense va vraiment me plaire énormément. Je pense même que ça va faire partie de mes favoris de l'année 2024 parce que toutes les thématiques abordées en seulement 2 thèmes m'ont vraiment conquise. C'est un titre qui m'a l'air extrêmement complet, donc je vous le conseille fortement. Ishika a été marié au 3e fils de la famille Yamaguchi, Amane, dans le but de sauver le restaurant familial. Mais en réalité, le père Yamaguchi a une toute autre idée en tête. À la différence de son père, Amane veut vraiment sauver le restaurant japonais Ryote, et pour cela, il va croire en les talents culinaires de sa femme. Cependant, Ichika sera confronté à de nombreux obstacles. Faire aimer la nourriture japonaise aux étrangers, notamment aux Américains, préparer un repas pour 40 personnes, mais aussi se faire accepter en tant que femme chef, métier qui était réservé aux hommes. Donc c'est vrai que c'est pas précisé dans le synopsis, mais pour ce titre, on va se situer juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros, les Japonais à ce moment-là sont colonisés par les Américains, et le Japon rouvre ses portes, il est en train de se moderniser, mais la place de la femme est encore un peu délicate à cette époque-là. Donc on va suivre à la fois le problème de la femme et sa place dans la société, on va suivre les relations américains-japonais qui peuvent être très compliquées, mais c'est la fin de la guerre, donc ils sont censés essayer de bien s'entendre désormais, etc. Mais ça reste délicat en termes de géopolitique. On va également avoir les problèmes de pouvoir familiaux, on va dire, les relations entre le patriarche, les grands frères, les petits frères, etc. Comment ça se passe, la hiérarchie d'une famille japonaise à cette époque, et c'est plutôt très strict. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de sujets abordés. Là, je vous ai vraiment présenté, on va dire, les thèmes principaux. Mais il y a d'autres thèmes qui vont également être abordés, et du coup, je trouve que je me suis fait totalement happer par cette œuvre du début à la fin, et j'ai vraiment de gros espoirs pour la suite qui, j'espère, me plaira toujours autant. Pour terminer cette vidéo, on va parler de la sortie du 26 juin de She Wasn't a Guy de chez Mangetsu, actuellement en cours, avec 2 tomes. Aya est une lycéenne amoureuse d'un vendeur charismatique dans le disquaire qu'elle fréquente, sans savoir qu'il s'agit en réalité de sa camarade de classe Mitsuki, une jeune fille. C'est un titre qui m'a l'air très intéressant en termes de vision un peu de la société, et notamment d'une jeune fille qui pense tomber amoureuse d'un garçon mais qui finalement se retrouve être une fille. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre sur cette œuvre honnêtement, mais j'en ai entendu énormément de bien. D'ailleurs le titre est quasiment entièrement en couleur de ce que j'ai compris. Enfin, c'est en noir et blanc mais les fonds sont verts. J'avoue, j'ai pas encore feuilleté l'œuvre dans une boutique, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Il y en a plein qui disent que c'est super rafraîchissant d'avoir justement toute cette couleur partout. Moi j'ai l'impression que ça va plus me déranger qu'autre chose. Mais il va falloir que je le lise pour me faire mon avis. En tout cas, voilà qui conclut cette vidéo nouveauté du 2e trimestre 2024. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les nouveautés qui vous ont fait de l'œil, lesquelles vous comptez acheter incessamment sous peu ou d'ici la fin de l'année 2024. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve vite pour une prochaine.